Rencontre ce mardi au Palais national entre le président Michel Martelly et son prédécesseur René Préval dans le cadre des consultations engagées par le chef de l'État depuis plusieurs semaines dans le but de recueillir des propositions en ce qui concerne la crise préélectorale. Les deux hommes se sont entretenus en tête-à-tête, loin des micros et des caméras des journalistes. Hier, le président Michel Martelly invité pour nous faire partage sur situation et me fait part particulièrement de l'expérience et nous discuter, nous partager et m'espérer que ça aide dans la résolution du problème qui le pays a gagné. Merci. Merci beaucoup. Nous ne pas croire que ça va discuter dans la presse. Et la chose c'est que le président Préval était le seul président qui jusqu'à date fait 2 mandats, élu 2 fois, fait 2 mandats, fini mandat et a vivre dans un pays à bien posé. Il passé des moments difficiles et il prouvé non tout que était un monde qui était qu'on négocier parce que il était arrivé joindre des ententes avec différents secteurs. Donc moi c'est que c'était important dans 4 consultations pour me tendre un monde de calibre ça pour moi qui j'ai interprété le moment que nous vivons là. Dans ce sens ça, nous passons plus de 2 heures de temps à parler de situations, mais tout de différents problèmes qui gagnent à travers le pays, de problèmes qui gagnent sous la terre dans le monde et de bagages que je pense que nous devons faire ensemble pour continuer. Nous tous connaissons que l'agriculture est un bagage qui toujours été sous cœur président Préval. Nous parlons de reboisement, nous parlons de toute bagages, nous parlons de l'éducation. Donc, entre autres, parmi tous les sujets que nous avons abordés. Mais bien sûr, nous avons partagé toujours le président sur la question qui n'embouche tout le monde à la question des élections. Et tout simplement, le dit ça le penser. Et nous-mêmes, qui dans le cadre de consultation, nous continuons à rencontrer différents membres de la société civile, partis politiques et secteurs religieux, différentes couches de population pour qu'ils aient avancé avec une solution qui a une stabilité dans le pays et aller vers les élections. Les élections sont encore possibles avant la fin de l'année si la loi électorale est votée à temps. C'est ce que pense le porte-parole du Premier ministre, Michel-Pierre Brunache, qui a laissé entendre que l'organisme électoral pourrait organiser les compétitions dans un très court délai. Il suffit que le Sénat de la République, les 6 sénateurs, ils ont tout simplement fait ça qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire, by quorum, défendre position devant l'Assemblée et participer dans le vote là selon conviction. C'est ça que le pouvoir parlementaire allié, son pouvoir qu'on gagne dans le niveau Assemblée, dans le niveau tribune, pour que dans les 3-4 mois, et rapidement, nous gagnons gagner élection. Vote la fête semaine ça, nous avons une date précise pour élection. Donc, le conseil électoral a paré. Donc, tout système qui a soutenu pour le conseil électoral a paré. Il suffit que nous ayons vote la semaine ça, parce que, encore une fois, le système politique que nous avons adopté depuis 1987, là, il fait de l'élection seul moyen pour nous capables de renouveler le personnel politique. Là. Donc, il y a un monde qui choisit, fait sacrifice, rentrer dans la carrière politique là, et bien, l'élection a été instrument indispensable, nécessaire pour le capable d'exercer une fonction politique, une fonction élective surtout, et bien dans le pays ça. Le parquet de Port-au-Prince renforce ses structures en vue de lutter contre la détention préventive prolongée. Des sièges de comparution immédiate ont été mis en place, selon une annonce ce mardi du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, Kerson Darius Charles, qui a aussi indiqué que plusieurs cellules avaient été redynamisées. Des sièges de comparution immédiate que nous mettons sous pied. Donc, c'est des sièges qui permettent qu'automatiquement, ils ont arrêté. Les vignes les juger, même côté, les jeunes juges qui vous donnent, les jeunes commissaires qui vous donnent. Ça, c'est justement pour éviter question de détention préventive prolongée. Donc avec ça, le jour même que le vient là, automatiquement que le manifeste volonté pour le juger, eh bien, nous avons tout jugé lui,
nous tout condamné même côté là, s'il a libéré tout libéré même côté là. Donc au cours de l'année judiciaire ça, nous allons faire tout ça possible. Tout ça qui n'a possibilité nous, donc pour nous c'est a réduit considérablement donc question de détention préventive volontaire. Nous recevons ici des plaintes constantes. C'est comme si son recrudescence de violence qu'a fait contre les filles dans la juridiction. Donc pour cela, c'est pas que c'est pour celle qui existe déjà non, mais cependant nous estimons que l'important donc pour nous réanimer cellule ça. Donc pour nous réactiver donc de manière à ce que pour mesdames au moins jouer une petite protection vis-à-vis de monde qui fait des abus de toutes sortes. Nous avons une permanence paquet qui a fonctionné, qui ont une ligne téléphonique. Donc le numéro c'est 36 04 96 02. Donc nous avons souhaité que tout le monde qui est dans la juridiction ait une ligne téléphone ça, donc qui pour permettre si il y a un problème, quel que soit le problème là, donc pour carrer nous façon que nous intervenir, donc pour nous faire intervention pour eux, donc pour en fait rétablir confiance population dans la justice. La directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé dit observer des progrès dans le domaine de la santé en Haïti, que ce soit dans la santé maternelle ou infantile, ou encore le relogement des sinistrés, ou les soins de santé dispensés au plus grand nombre. Madame Carissa Etienne se dit favorablement impressionnée des résultats obtenus. Mon message est un message essentiellement de félicitations au ministère de la Santé ainsi qu'au gouvernement, car nous pouvons voir une amélioration significative de la santé en Haïti. On voit que la mortalité maternelle a diminué, la mortalité infantile a diminué. La plupart des personnes qui vivaient sous tente maintenant ont trouvé un logement. Le staff du ministère, du gouvernement sont prêts à trouver des nouvelles manières, de manière à assurer que la santé soit accessible à tout le monde dans le pays. Donc nous sommes vraiment très très contents de voir les progrès qui ont été faits par le ministère et je voudrais que la population ici sache ces progrès qui ont été réalisés en Haïti. La ministre de la Santé a jugé les mesures de prévention adoptées par l'ONU pour empêcher une éventuelle introduction d'Ebola en Haïti par son personnel de satisfaisantes. Il faut aussi dire que la rotation d'une 50aine d'employés africains venus des pays touchés par la maladie a été interrompue. Florence Duperval-Guillaume se réjouit également de la coopération avec les différentes agences de l'ONU ainsi qu'avec les organisations internationales. Ça veut dire que si par exemple il y a une rotation, jusqu'à présent, on doit dire que l'homme chita avec mon ministère, il a montré exactement moun qui rentre, comment il sorti, il a montré les mesures que il prend. Et ce sont des mesures, moi, je dois dire, qui doublent par rapport à aller dans l'autre pays, justement parce que nous avons une histoire de choléra. Donc, il faut non seulement un certificat sanitaire que vous avez dans le pays côté la sortie, qui n'est pas forcément l'Afrique. Ça sont des décisions que les Nations Unies prennent globalement pour Haïti. Mais leur entrée en Haïti, ils refait encore à partir de professionnels de santé par eux qui ont dans le ministère nos certificats de sécurité. Donc, ce qui veut dire que autant que possible, ils essayent d'éviter rotation. Et deuxièmement, si jamais il y a des gens qui a venu, il y a toute une démarche sanitaire que vous suivez avant de venir. Bon, naturellement, excusez-moi, madame. Probablement, comme c'est même qui dit, nous avons peut-être pas connaître, mais même peut-être un doute, pas pour qui ça nous a un doute, mais cacher ça parce que finalement, en bout de chaîne, qui est-ce qui va payer? C'est nous autres. C'est mal fait. Mais une situation pareille que nous vivons, vous imaginez que catastrophe, l'État a commencé à payer pour les Nations Unies pour rentrer avec des gens qui ont une infection à Ebola. Non. Pas même imaginer ça. Pas l'imaginer. Non, je ne peux pas imaginer. Donc pour cela, nous-mêmes, nous faisons travail, nous chita avec eux. Et en toute bonne foi, je suppose que je n'ai pas de doute avec des partenaires que nous gagnons. Je chita avec eux et en toute franchise et en toute honnêteté, voilà ce qui est arrivé si tout le monde passe sincère dans ce qu'il a fait. Donc en essayant, premièrement, éviter les rotations. Et je dois garantir que les rotations soient évitées. Jusqu'à présent, il y a 46 personnes de ce que je sache qui sont dans le pays. À travers les agences des Nations Unies qui viennent de l'Afrique. Je dois dire depuis que nous commençons avec flamber ça, qui remontait peut-être à avril-mai, on n'a pas eu de mobilisation
de ces pays vers nous autres en termes de MINUSTAH. Les responsables du Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES, ont procédé au cours de cette semaine à la distribution de 12 000 plats chauds et une centaine de kits alimentaires aux sinistrés des intempéries qui avaient frappé les zones de Tabar, Cité-Soleil et Village de Dieu. La distribution a été organisée de façon conjointe avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et la direction de la protection civile, entre autres. Nous dit Michel Martelly, merci parce que c'est pas Michel Martelly, nous allons faire un petit kit là. Bon, ça me donne Michel Martelly fait pour nos zones là, parce que nous, nos zones là, nous avons problème de l'eau. Nous avons problème de la pluie tombée, de l'eau envahie. Dans nos zones là, elle fait la pluie, nos zones là. Chacun nous va marcher dans nos zones là, peut-être. A fait la pluie, de l'eau envahie nous, nos zones là. Comment? Nous demandons des présidents pas nous, des présidents pas nous. Nous demandons pour le voyager sous bord ici à Village de Dieu là, pour le voyager dans Village de Dieu, pour nous comment zone là. Nous avons la même là. Célébration ce mardi par le ministère du Commerce de la 45e journée mondiale de la normalisation autour du thème « Les normes créent les règles du jeu équitables ». Le ministre Wilson Lalot a mis l'accent sur la nécessité de respecter les normes, quel qu'en soit le domaine. Le professeur Lalot a aussi fustigé le comportement des parlementaires qui n'ont toujours pas, jusqu'ici, voté les 3 projets de loi déposés au Parlement en 2012 par le ministère. Le respect des normes en Haïti, un sujet qui préoccupe le ministère du Commerce. Ces derniers temps, on assiste à un laisser-aller et chacun fait ce que bon lui semble sans tenir compte d'aucune règle, et ceci dans pratiquement tous les domaines. Un constat du ministre Wilson Lalot qui n'y va pas par 4 chemins pour exprimer son ras-le-bol. Dans gens nous construit nous, dans gens nous fait production nous, gens nous organiser entreprises là, ils pivoter plutôt que des entreprises qui eux-mêmes qu'à aller à la sortie du marché mondial. Manger que nous mangeons, nous pas rendre nous compte que y a des maladies que nous avons gagnées, c'est parce que justement, un ensemble de normes que nous pas respecter qui fait que y a des maladies qui plus récurrentes ici que dans l'autre pays. Donc c'est travail ça que nous avons essayé de faire pour nous essayer de faire pays à fonctionner sur des règles claires que tout le monde adhéré à eux et qui va le faire que moun qui a produit à respecter moun qui a consommé et moun qui a consommé vigilant par rapport à ça venir. Voilà une tâche qui paraît bien difficile, tenant compte des 3 projets de loi en souffrance depuis 2012 au Parlement. Des textes portant notamment sur la mise en place du bureau de normalisation, le contrôle de qualité et la protection des consommateurs, ainsi que sur l'innocuité des produits alimentaires. Sans ces lois, le ministère est limité dans ses marges de manœuvre, déplore Wilson Lalot, qui fustige le comportement des parlementaires. Le plus inquiétant est que ceci n'est pas sans conséquence sur le pays, explique le ministre. Pour nous-mêmes, nous défendons l'industrie nationale là. Nous avons des règles qui sont déjà admises, que tout le monde connaît et que nous avons utilisées s'il y a des abus. Donc et là, c'est obligé de prendre des mesures ad hoc. Si nous apprenons, il y a des pratiques commerciales qui ont fait dans le pays, qui empêchent l'industrie dans le pays à développer ou et qui peut-être empêchent même que nous exporter, que nous vendre bien nous sur certains marchés exigeants, il va pas exister parce que la loi est pour le protéger et c'est l'activité ça. Donc le n'a dit que nous besoin créer emploi, nous besoin attirer investissement, conditions de base eh bien c'est normes et normes réglementé, codifié dans des lois et c'est au Parlement pour le voter loi ça pour publier. En dépit de tout, le ministère dispose d'un bureau de normalisation dont la mission est de coordonner toutes les activités ayant rapport avec la qualité des produits et surtout les normes, ce qui est important dans le cadre de la concurrence avec les autres marchés. Depuis 2 ans, cette structure fait de son mieux en ce qui concerne l'application des règles. Michel Poutre est la directrice du bureau haïtien de normalisation. Nous gagnons 33 normes, par exemple, dans le secteur que nous jugeons prioritaires, que ce soit des normes régionales et des normes internationales. Nous gagnons 4 secteurs qui sont prioritaires dans le plan stratégique de développement d'Haïti. C'est construction, c'est agroalimentaire, c'est tourisme, c'est environnement. Les normes créent les règles du jeu équitable, thème de la 45e journée mondiale de la normalisation cette année. Une formule sur laquelle mise le ministère pour un meilleur fonctionnement du secteur commercial. Dans l'actualité internationale, un employé de l'ONU contaminé par Ebola et hospitalisé en Allemagne est décédé mardi à quelques heures d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la propagation du virus qui a fait plus de 4000 morts.
Une première victime de Ebola en Allemagne. L'employé soudanais de l'ONU, contaminé au Libéria, a succombé dans la nuit dans cet hôpital de Leipzig où il était hospitalisé depuis jeudi. Cet homme était l'un des 3 patients contaminés que l'Allemagne a accueillis. Le 4 octobre, le premier malade avait quitté guéri l'hôpital de Hambourg. Plusieurs pays, dernier en date la Grande-Bretagne, durcissent leur contrôle dans les aéroports. À ce sujet d'ailleurs, les ministres de la Santé de l'UE doivent se rencontrer jeudi. Quant au Conseil de sécurité de l'ONU, il se réunit aujourd'hui même à New York sur la propagation du virus qui a fait plus de 4000 morts. 50 manifestants qui dénonçaient les violences policières contre des membres de la communauté noire ont été interpellés lundi soir à Ferguson, une banlieue de Saint-Louis dans le Missouri, où la mort d'un adolescent noir tué cet été par un policier blanc avait attisé les tensions raciales. Une manifestation à la mémoire de Michael Brown, tué par un policier en août à Ferguson dans la banlieue de Saint-Louis. Pendant 4 jours, des Américains de toute confession et de toute couleur ont manifesté pacifiquement, prié et organisé des veillées. Je suis ici aujourd'hui parce que je suis pasteur et parce que je crois que toutes les vies comptent, que les vies des Noirs comptent et nos enfants ne doivent pas avoir peur quand ils marchent dans la rue. Nous ne pouvons pas perdre à nouveau un enfant ou un jeune de couleur à cause de la brutalité et la violence de la police. Mon message, c'est qu'on doit descendre tout le temps dans les rues en soutien. On doit être là pour les jeunes quand ils sont jetés de l'école, quand ils sont jetés en prison, quand ils sont jetés à la rue, quand ils sont jetés dans la tombe. Plus de 50 personnes ont été arrêtées. Les tensions dans la ville américaine de Saint-Louis ont augmenté après la mort d'un autre jeune noir de 18 ans, tué la semaine dernière par un policier. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a effectué mardi une courte visite dans la bande de Gaza où il a estimé que les destructions indescriptibles infligées par l'armée israélienne cet été nécessitaient une mobilisation rapide de la communauté internationale. L'ampleur de la destruction que j'ai vue en venant ici dépasse toute description. Mon cœur est très lourd. Ces mots sont ceux de Ban Ki-moon, découvrant Gaza détruite par les bombardements israéliens. Le secrétaire général de l'ONU, pour sa première visite dans la bande de Gaza depuis la guerre, a annoncé l'arrivée imminente d'un premier camion transportant du matériel de reconstruction et une aide internationale de plus de 4 milliards d'euros. Je demande aux leaders des 2 partis, palestiniens et israéliens, de reprendre les discussions pour qu'ils s'attaquent à la racine du problème. Sinon, malheureusement, la violence continuera. Près de 20 000 maisons ont été endommagées ou totalement détruites pendant les 50 jours d'un conflit meurtrier. À Gaza, on se réjouissait aussi du vote symbolique du Parlement britannique de lundi soir. Amertume en revanche dans les rues de Jérusalem. Je pense que la décision du Parlement britannique de reconnaître l'État palestinien est prématurée. Ce sera peut-être une conséquence inévitable, mais cela ne peut pas être décidé par un gouvernement étranger qui n'est pas un acteur de ce conflit. Selon Israël, le vote britannique sape les chances de paix. L'autorité palestinienne se prévaut de la reconnaissance de 134 pays. Et dans un document présenté lundi à mi-parcours du synode sur la famille, le Vatican a estimé que les homosexuels ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne. C'est un regard totalement nouveau que le Vatican porte sur les homosexuels et c'est une révolution. Les évêques du monde entier sont réunis à Rome pour un synode consacré à la famille et 3 longs paragraphes ont été réservés à la question homosexuelle. Les homosexuels ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne, a déclaré Peter Horde, archevêque de Budapest. Sommes-nous en mesure de les accueillir en leur garantissant un espace de fraternité dans nos communautés ? S'il y a du progrès, pas question pourtant de parler mariage. Cette semaine, des ateliers de travail vont rédiger un texte qui sera soumis au vote samedi. Il y aura sûrement des retouches, des retraits, des ajouts, mais la manière d'aborder le sujet apparaît déjà totalement nouvelle.